valoriser durablement les riches et multiples ressources naturelles de la RDC, rationaliser les développements urbains sans négliger toutefois les développements ruraux et intégrés, ce sont les quelques objectifs qui motivent justement la réforme de l'aménagement du territoire ici dans notre pays. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de vous joindre à nous pour le compte de ce magazine écologique Objectif Vert qui va s'ouvrir aujourd'hui sur la question de l'aménagement du territoire et particulièrement de la réforme en cours dans le pays depuis 2015. Pour en parler, votre magazine reçoit aujourd'hui pour vous le conseiller technique principal de l'ONG Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité, Maître Augustin Poy. Maître, bonjour. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors, comme je le disais, votre magazine va s'appesantir sur la question de l'aménagement du territoire. Pour en savoir un peu plus, je vous invite à découvrir cet élément et on se retrouve tout juste après. Sur le littoral, en montagne, en ville ou à la campagne, il est nécessaire d'organiser notre environnement quotidien. Avoir suffisamment de logements, bien répartis et adaptés aux besoins de la population. Développer des équipements et des services de santé, scolaires, commerciaux, culturels et des loisirs. Développer l'économie pour favoriser l'emploi, préserver et valoriser la biodiversité, les milieux naturels, forestiers, l'agriculture et nos paysages. Prévoir nos modes de déplacement, en transport en commun, à vélo, à pied, en voiture. C'est ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. Les élus locaux, avec leurs compétences planification et urbanisme, ont la responsabilité de choisir comment construire de façon cohérente notre cadre de vie d'aujourd'hui et de demain, en tenant compte des forces et des faiblesses de chaque territoire. Tout en préparant la transition énergétique et en nous préservant des risques naturels, dont ceux accentués par le changement climatique. Pour agir, ils ont deux outils complémentaires à leur disposition. Le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme communal ou intercommunal. Maître Augustin, bonjour, encore une fois de plus. Bonjour. Alors, on parle de l'aménagement du territoire. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, mais qu'est-ce que le Congolais moyen, monsieur tout le monde doit comprendre sur l'aménagement du territoire et quelle est la pertinence de cette réforme qui est en cours depuis 2015? Oui, merci beaucoup de me recevoir dans votre émission. Je pense que vous m'avez donné là l'opportunité en tant qu'expert, travaillant sur ces questions depuis un certain nombre d'années, d'être confronté au public pour expliquer en très peu de mots c'est quoi ce qu'on entend par l'aménagement du territoire. Au fait, c'est un secteur de la vie nationale qui a vocation à planifier l'utilisation de l'espace, du territoire national. Et c'est un processus qui par nature est ouvert. Il veut que toutes les parties prenantes soient impliquées, mais également tous les services de l'État dont les attributions ont une incidence sur le territoire se retrouvent pour pouvoir, à partir des données disponibles, se projeter pour l'utilisation du territoire demain. Et donc, il s'est conclu par l'établissement des documents qu'on appelle des plans d'aménagement dans le contexte de la RDC. Et ce sont ces plans qui définissent la répartition des zones et qui déterminent les destinations des zones en fonction des usages qui ont été des usages d'utilisation du sol. Donc voilà, en très peu de mots, ce que je peux dire en ce qui concerne l'aménagement du territoire. Alors le deuxième volet de votre question. Pourquoi on parle de réforme aujourd'hui? Pourquoi justement cette réforme? Il y a réforme? une réforme parce que c'est allé dans tous les sens. Nous avons une approche en tant que pays qui est très sectorielle. Chaque ministère a reçu des attributions, la plupart d'ailleurs, ont reçu des attributions qui ont des impacts ou des incidences sur le territoire. Parce que s'il y a un ministère des Mines, ses attributions, c'est de gérer les mines et les carrières. Et les carrières, c'est sur le territoire. Vous avez les forêts, il y a un ministère en charge des forêts, et ses attributions touchent le domaine forestier, et le forestier, c'est le territoire. Le ministère des Affaires foncières, c'est le territoire.
Les affectations agricoles, c'est sur le territoire. Créer un hôpital, c'est sur le territoire. Créer une école, c'est sur le territoire. Donc bref, l'aménagement du territoire permet de voir comment ces différents secteurs vont interagir dans l'utilisation de l'espace. Interagir en harmonie donc. En harmonie, dans un processus concerté qui soit intégré. Alors, pourquoi une réforme? Justement parce que le pays a navigué à vue dans l'utilisation du territoire. Vous avez le ministère des Forêts qui affecte indépendamment de ce qui est déjà affecté par le ministère de l'Environnement avec les aires protégées. Vous avez des villes qui s'étendent de façon non contrôlée sur de larges portions des terres rurales et ça crée des conflits avec les agriculteurs, les petits producteurs agricoles, mais aussi avec les communautés locales, donc les systèmes traditionnels. Et donc on a besoin d'avoir à un certain moment un ordre. Voilà. Et l'aménagement vient créer l'ordre dans l'utilisation du territoire national en faisant quoi? Que tous les ministères et toutes les lois sectorielles s'appliquent, mais dans un ordre cohérent, concerté, moins conflictuel pour rendre notre territoire justement attractif. C'est vrai qu'on parle de 60 ans après, mais la réforme a été initiée depuis 2015 et c'est en 2015 qu'on en a eu assez justement de conflits entre ces différents secteurs. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour commencer à initier cette réforme-là, à votre avis en tout cas? Bon, ce qui a souligné surtout l'urgence de la réforme et le besoin de la réforme, c'est les conflits qu'on a observés, la superposition des titres. Vous avez des aires protégées qui sont envahies par des carrés miniers, parfois des blocs pétroliers. Vous avez des conflits entre les services de l'État et les autorités traditionnelles parce qu'ils estiment que l'État vient faire des affectations sans pouvoir respecter leurs droits traditionnels sur les espaces. Vous avez des conflits entre les ministères eux-mêmes, les mines qui rivalisent contre les forêts, vous avez les affaires foncières avec l'urbanisme. Bref, il y a eu un tableau assez sombre qui a généré beaucoup de conflits dans l'utilisation du territoire, mais également beaucoup de situations de superposition des droits. Et donc, face à l'évidence, mais il y a aussi surtout le besoin de protéger davantage les forêts. L'évaluation qui a été faite a montré que pour pouvoir maintenir ces forêts dans la durée, il faut aller vers l'aménagement du territoire. Parce que l'aménagement permet d'avoir une utilisation rationnelle, concertée, harmonisée. Et dans cet environnement-là, dans cette configuration, on a plus de chances de protéger les forêts que si on y va sans l'aménagement du territoire. Voilà pourquoi cette réforme a été inscrite par le gouvernement à titre de priorité pour pouvoir créer de l'ordre dans l'utilisation du territoire national. Pour mettre de l'ordre, c'est vrai, mais quels sont ces instruments juridiques? On parle de quoi pour pouvoir régir, pour réglementer ce secteur-là? Voilà, alors il y a d'abord, on n'a pas de politique. Donc on est en train de se doter d'une politique. Elle a même déjà été nationale d'aménagement du territoire. Elle a même été adoptée en Conseil des ministres, c'est vrai, de manière controversée. Les discussions sont en cours pour y apporter des ajustements. Il y a la loi qui est aussi un instrument au service de la politique qui vient pour pouvoir créer des dispositions légales pour organiser l'aménagement du territoire. Alors sur le plan technique, l'aménagement est pris en charge par des instruments, des outils qu'on appelle des plans d'aménagement. Des plans d'aménagement. Des plans d'aménagement. Il y en a de différentes sortes. Au niveau national, on a convenu d'avoir plutôt un schéma national d'aménagement du territoire. Et au niveau des provinces, on a prévu que les provinces se dotent des plans provinciaux d'aménagement du territoire. Qui prendraient en compte les différents secteurs. Bien sûr, on ne construit pas l'aménagement du territoire de façon isolée. Et c'est vrai que le processus est coordonné par le ministère de l'aménagement du territoire, mais c'est avec tous les ministères qui sont concernés par la question. Et donc, je parlais au niveau du plan provincial, au niveau de la province. Il y a au niveau local, on a pensé avoir des plans d'aménagement locaux
Ça, c'est au niveau des entités territoriales décentralisées, des ETD. Mais une innovation que nous sommes en train d'apporter dans le cadre de cette réforme, c'est de descendre jusqu'au niveau plus bas, au niveau communautaire, au niveau des groupements et des villages, pour que ces gens disposent également de ce qu'on a convenu finalement d'appeler les plans simples d'aménagement du territoire, qui vont permettre aux groupements à l'échelle des villages, chefs terriens de pouvoir participer à ces discussions. Non seulement de participer, mais de s'approprier leur propre processus d'aménagement à l'échelle locale, là où elle se trouve au plus bas niveau. Voilà. Et c'est la somme de tous ces aménagements au niveau communautaire qui vont faire les plans locaux d'aménagement et ensuite le plan provincial et enfin on va arriver au schéma national. Alors justement, cette réforme a été initiée depuis 2015, on l'a dit tout tantôt. Quelle est la participation ou la contribution de vous en tant que société civile pour l'élaboration de cette réforme ou l'obtention de ces documents finaux qui est la politique nationale d'aménagement du territoire? Bon, nous sommes CODELT, c'est une organisation non gouvernementale congolaise qui est spécialisée sur des questions de politique publique liées à l'environnement et gestion des ressources naturelles. Et donc l'aménagement est un des secteurs sur lesquels nous avons commencé à réfléchir. Justement, quand on a été confronté à des situations, des conflits, des droits, des superpositions des droits et des titres, on a amorcé la réflexion. Et c'est une étude que nous avions avec la Banque mondiale à l'époque, le LGAF, on l'a appelé comme ça, c'est le cadre d'évaluation de la gouvernance foncière, qui nous a lancé dans les réflexions sur l'aménagement du territoire. Et donc, c'est des travaux, on a produit des documents, des rapports, des consultations qui ont servi en tout cas de repères pour pouvoir initialiser le processus de la réforme de l'aménagement du territoire. Nous avons travaillé en amont de la réforme. Voilà pourquoi nous sommes très intéressés par ce processus qui nous porte à cœur et nous voulons que l'expertise que nous avons développée, qui est juridique, institutionnelle, soit effectivement mise à contribution dans l'édification de l'aménagement du territoire au niveau de la RDC. Alors qu'est-ce que nous avons apporté? Nous avons apporté d'abord des contributions à l'écriture de la politique, des contributions à l'écriture de la loi. Ça a été pris en compte dans une certaine mesure, mais pas tout à fait. Voilà pourquoi à un certain moment nous sommes entrés dans la contestation, parce qu'on a estimé qu'il y avait des contributions assez pertinentes que nous avons envoyées et qui n'ont pas été prises en compte et qui sont essentielles, fondamentales en ce qui concerne la question de l'aménagement du territoire. Pourquoi ça n'a pas été pris en considération? Bon, je pense que je l'ai déjà dit dans une émission passée, mais je peux encore le redire ici. C'est la vitesse. On a eu un processus qui est allé trop vite et qui est allé dans le sens plutôt de répondre à des agendas politiques, mais qui n'allaient pas avec les considérations techniques. Parce qu'il faut toujours concilier les priorités politiques avec les exigences techniques. Il faut trouver des formules qui permettent d'intégrer les deux, de concilier les deux et d'aller vite. Mais là, j'ai eu l'impression qu'on a mis l'accent sur l'ambition politique et on a sacrifié un peu la qualité en technique des livrables. Y aura-t-il un impact négatif par rapport à cela? L'impact, si on s'inscrit dans une démarche d'ajustement, je pense qu'on peut corriger, parce que même l'adoption en Conseil des ministres, d'après ce qui nous a été dit, ça a été une adoption moyennant les amendements qui pourraient être apportés ultérieurement au document. Donc il y a une marge qui est ouverte, il y a une brèche qui est là, et elle est d'ailleurs en train d'être exploitée aujourd'hui par le ministère du Plan. Vous voyez qu'il n'y a pas que la société civile qui a été un peu critique vis-à-vis du processus et de ses livrables. Il y a également le ministère du Plan qui a essayé de faire un certain nombre de rappels. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut exploiter cette opportunité et voir comment arriver à améliorer justement le processus lui-même pour la suite de la réforme, mais également les documents qui ont été adoptés en Conseil des ministres pour qu'on ait des documents qui nous permettent de mieux prendre en charge la question de l'aménagement du territoire après la réforme. Alors, vous avez parlé tantôt d'éviter la superposition, l'enchevêtrement de tel ou tel autre secteur.
Alors, à votre avis, aujourd'hui, si on doit parler aménagement du territoire, qu'est-ce qu'on devrait privilégier? Si on a face à nous, par exemple, l'exploitation, on va dire, minière ou encore pétrolière, face à la conservation de la nature, on a besoin de conserver les forêts aujourd'hui, c'est une urgence mondiale. Qu'est-ce qui est une priorité? Ou alors, quand on doit parler de l'exploitation forestière ou agricole, qu'est-ce qu'on doit privilégier à votre avis? Je ne pense pas que le problème devrait se poser en ces termes-là. Okay. Parce que l'aménagement, ce sont des décisions sur la répartition des zones et la vocation de ces zones-là, les destinations qu'on va attacher à chacune de ces zones. Vous voyez? Donc ça ne se pose pas en termes, on privilégie quoi? Mais on fait l'aménagement avec des données et ces données demandent de faire des études. Alors il y a un cas de figure justement par rapport à cette question de l'affectation de zones. Vous dites qu'il faut que ce n'est pas en termes de privilégier tel ou tel secteur, mais c'est en termes d'affectation. Mais il y a un cas de figure, comme je disais, par rapport au parc des Virunga par exemple. C'était un espace qui est affecté à la conservation, mais il se pose un problème, un besoin d'exploiter les pétroles là-bas. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra privilégier, j'allais dire, maintenant je reviens sur ça. On privilégie quoi? La conservation ou l'exploitation pétrolière? Il y a comme ça des cas comme ça, similaires, qu'est-ce qu'on doit privilégier? Alors, cette question de Virunga d'abord s'est posée parce que nous n'avions pas justement une approche d'aménagement du territoire. Okay. Je pense que si la question s'était posée alors que le pays avait tous les instruments d'aménagement du territoire, on n'en serait pas à cette crise autour de l'utilisation de savoir quelle est l'utilisation de l'espace, de savoir quelle est la ressource qu'on va privilégier. Est-ce que c'est la biodiversité et les paysages naturels de Virunga ou bien c'est l'exploitation du pétrole? C'est en l'absence d'aménagement du territoire qu'on est arrivé à ce conflit. Mais aussi parce qu'il y a des principes que le pays a affirmés, mais on n'a pas suffisamment travaillé dessus pour pouvoir les rendre opérationnels. Si on avait par exemple les études d'impact sur l'environnement avec tout le dispositif qui est prévu, mis en place, on n'aurait pas eu ce cas de conflit. On aurait su éviter ça, c'est ça? On l'aurait certainement évité. Alors, j'étais en train de dire que cette question de savoir on privilégie quel usage, quel secteur, c'est un faux débat. Parce qu'en réalité, les décisions d'aménagement sont prises en fonction des données. Des données d'inventaire, il faut faire les inventaires des ressources du territoire en termes de ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables. Est-ce que le territoire dispose des minéraux? Où se trouvent-ils? Comment ils sont répartis géographiquement? Les forêts, où se trouvent les forêts? Donc il faut un bilan des ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables. Ce sont des données qui entrent en ligne de compte dans les projections d'utilisation de l'espace. C'est comme l'Atlas? Bon, l'Atlas, c'est vraiment la forme finale. Lorsqu'on sait déjà les différentes affectations, on les traduit dans un outil qu'on appelle l'Atlas. Mais là, c'est vraiment des données qui permettent de prendre des décisions d'aménagement. Après ça, les inventaires, vous avez toutes sortes d'études. Il y a énormément d'études qu'il faut mener en amont de l'établissement des plans d'aménagement. En amont de l'affectation des terres? En amont de l'affectation des terres. Parce que le plan d'aménagement, en fait, c'est un plan d'affectation des terres. Vous voyez? En amont, il y a plein d'études. Il faut faire des études après les inventaires, des études économiques. Il faut faire des études sociales parce qu'il y a des personnes qui vivent là, qui ont des droits sur l'espace et peut-être aussi sur les ressources. Il faut faire des études juridique pour comprendre le contexte juridique qui va s'appliquer. Il faut faire, bref, un certain nombre d'études, des études environnementales. Ça peut nous prendre 10 ans, ça? Non, pas du tout. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, on peut avoir à très court terme des données de façon assez rapide et qui permettent d'avoir des éléments d'aide à la décision dans le cadre de l'aménagement du territoire. Dans un délai bref. Donc vous comprenez que c'est en fonction de ces données qu'on se dit, là on met les usages miniers, là on met les usages pour la conservation, parce que par exemple on peut avoir estimé que c'est une zone où il y a énormément, comment on dit, des tourbières par exemple, la question des tourbières qui sont essentielles pour l'environnement mondial, et sur cette base-là, on fait des arbitrages. L'aménagement permet de faire des discussions, des arbitrages entre les secteurs et de voir
quel est l'usage qu'on peut privilégier, mais en fonction des données et aussi des objectifs que le pays se donne. Ouais, donc c'est pas quelque chose d'arbitraire où on dit ici d'autorité on met les mines, là-bas on met l'agriculture. Je pense que si on a un très bon processus d'aménagement avec des bons instruments, une meilleure réforme de l'aménagement du territoire, on aura résolu ces questions des conflits dans l'utilisation du territoire national. Dans un autre chapitre à présent, nous allons revenir sur ce discours du président de la République lors de la 75e session des Nations Unies. Dans son discours, il a parlé de la question des forêts, justement. Il est revenu dans ce discours-là sur les efforts du pays par rapport à la préservation des forêts congolaises. On va quand même suivre cet extrait de quelques minutes pour revenir et avoir votre commentaire sur la question. Au regard du niveau de la coopération internationale dans la lutte contre cette pandémie. Monsieur le Président, le changement climatique constitue une menace pour l'homme et ses droits fondamentaux, particulièrement pour les populations vulnérables. Les effets du réchauffement de la planète et des dérèglements climatiques qui l'accompagnent se font de plus en plus sentir avec acuité dans le monde entier. Ils sont dangereux et s'accélèrent. Face à ces menaces que posent les changements climatiques et la dégradation de l'environnement, notre action en faveur du climat et de l'économie verte comme fondement de notre devenir et de notre développement n'est pas simplement une nécessité, mais une obligation urgente pour un avenir pacifique et durable. Pour sa part, la République démocratique du Congo a pris des engagements contraignants pour réduire ses émissions de gaz carbonique et atténuer les effets du changement climatique. Nous sommes déterminés à tout faire pour parvenir à la mise en œuvre de nos engagements en faveur du climat par la préservation de nos forêts. Conformément à ma promesse et à l'engagement pris au cours de la 74e session de l'Assemblée générale, il est institué en République démocratique du Congo des jardins scolaires, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Ce programme, qui a été adopté par mon gouvernement, débute ses activités au dernier trimestre de cette année 2020. Il vise à réaliser un grand chantier communautaire et éco-citoyen de restauration écologique et à fort bénéfice socio-économique au profit des populations urbaines et rurales. Nous attendons par conséquent que nos partenaires respectent également leurs engagements financiers dans le cadre de la préservation des forêts tropicales, notamment celui du Fonds vert pour le climat, créé en faveur des pays les moins avancés. Monsieur le Président, au plan national, j'ai engagé le pays dans des réformes à plusieurs niveaux, dont celui des finances publiques. Donc, Maître, vous avez suivi les propos du Président par rapport à la préservation des forêts, par rapport justement aux efforts du pays par rapport à cela. Quel est votre commentaire, votre avis par rapport à ce propos du Président ? C'est un propos réfléchi. J'ai suivi le propos. Il est en phase avec la réalité dans le secteur de l'environnement. Il a mis en évidence combien les changements climatiques sont désastreux pour l'humanité tout entière, pour les droits fondamentaux. Il a essayé d'indiquer dans la mesure dans laquelle la RDC est en train de répondre à la crise climatique. Mais ce que je note quand même, et ça dénote d'une déconnexion qu'il y a entre la présidence et ce qui s'est fait sur le terrain. Actuellement, c'est vrai qu'il a parlé de fonds verts, mais le fonds vert est quelque peu absent du terrain. On ne sent pas le fonds vert, on en parle, mais quelque chose qui est quand même assez concret, c'est la stratégie cadre nationale RED+, qui, à travers son plan d'investissement initial qui va s'écouler bientôt en décembre, et le nouveau plan qui est en train d'être envisagé pour les 10 ans, avec une ambition d'environ $1 milliard. J'aurais voulu
entendre le président également évoquer cela comme étant une démarche qui s'inscrit dans la réponse que la RDC, accompagnée par les partenaires techniques et financiers, les bailleurs de fonds, est en train de mettre en place pour lutter contre les changements climatiques. Donc ça a été absent de ce discours-là. Nous aurions vraiment souhaité que cette question soit évoquée par le président, et surtout dans le contexte où la RDC est en train de vouloir négocier un nouvel accord, une nouvelle lettre d'intention avec les bailleurs de fonds, qui ont d'ailleurs exprimé le vœu de voir les institutions du pays au plus haut niveau, donc la présidence et la primature, s'impliquer davantage, à la fois au niveau de la signature de cet accord, mais également au niveau de la mise en œuvre sur le plan institutionnel, tout en gardant justement les acquis actuels avec le FONARED. Donc, la question, c'est de partir des acquis et de voir comment nous pouvons renforcer l'existant avec des dispositifs qui tiennent compte des contraintes et des écueils qu'on a eus durant les 5 premières années qui viennent de passer. Mais justement, par rapport à ces acquis-là dont vous faites allusion, le fonds vert, pour l'avoir, il y a des conditions qui ont été fixées. La RDC a-t-elle répondu à ces conditions pour pouvoir bénéficier de ces fonds verts, justement? Malheureusement, je n'ai pas assez d'informations sur le fonds vert parce que ça ne circule pas d'ailleurs. Et ça fait déjà une dizaine d'années qu'on entend parler du fonds vert, mais nous n'avons pas encore vu des choses assez concrètes, comme on le voit avec le plan d'investissement qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie RED. Donc voilà, j'ai appris moins de choses à propos du fonds vert parce que justement, non seulement il n'y a pas assez d'informations, mais il y a moins d'actions qu'on peut relier au fonds vert. Ok, alors pour parler justement de préservation des forêts dont le président a parlé, les efforts qui sont en train d'être menés, votre structure CODEC donc a initié récemment en tout cas une requête auprès du Conseil d'État, une requête on va dire en annulation des attributions qui ont été faites au mois de janvier par les ministres de l'Environnement et du Développement durable sur 9 concessions. Alors quelles étaient les motivations de cette énième démarche? Parce qu'on se souviendra qu'en mars de cette année vous avez initié avec toute votre structure, le GTCR, vous avez présenté une note de position par rapport à cela, mais vous êtes revenu quelques mois après pour répartir cette fois-là au Conseil d'État. Quelle était votre motivation et puis dans quel cadre vous avez initié cette énième démarche? La première démarche, c'est vrai, on l'a initiée dans le cadre du GTCR parce que c'est le réseau qui nous porte. C'est à travers ce réseau que nous contribuons aux réformes qui sont en cours aujourd'hui dans le cadre du plan d'investissement RED. Nous espérons que cela va durer. Et cette initiative nous a conduit au Premier ministre qui nous a fait recevoir par son conseiller Bavon Samputu, que nous remercions d'ailleurs. Et à la suite de cette démarche, le Premier ministre, vous le savez, avait impliqué l'IGF, l'Inspection Générale des Finances. Voilà. Et l'IGF est à pied d'œuvre actuellement, mais c'est à la suite d'une démarche de la société civile. Et nous attendons les conclusions des travaux de l'IGF, oui, pour voir où est-ce qu'on va arriver. Mais dans l'entretemps, les concessions qui ont été illégalement attribuées sont là. Et non seulement elles sont là, nous inquiétons surtout des conséquences que ces attributions-là ont pu avoir. D'abord, en termes du désordre social sur le terrain, là où ces concessions sont implantées, les informations qui nous parviennent de terrain sont assez alarmantes. Il y a beaucoup de tensions qui sont susceptibles du jour au lendemain de dégénérer. Et ça, dégénérer à quel point? De dégénérer entre les nouveaux bénéficiaires qui ont mal acquis ces concessions avec les communautés locales qui estiment que leurs droits dans le cadre de ces attributions-là, mais également même dans le cadre de ce qu'elles attendent en termes de revenus, parce que c'est prévu par le dispositif actuel ivoirien et ça crée des tensions. Nous ne voulons pas qu'on ait un nouveau cas déploré de la même ampleur que Kamina Nsafou. Ouais. De triste mémoire d'ailleurs. Quand on attribue de façon illégale, on ne suit pas les normes, on ne suit pas les procédures et on multiplie les tensions. Vous voyez, sur le terrain. Deuxièmement, on se vend mal en tant que pays.
nous montrons clairement au monde que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de respecter nos propres lois. Et c'est choquant, surtout quand cela vient des personnes qui sont censées être celles qui sont premièrement responsabilisées pour l'application des lois. Vous voyez, un ministre qui attribue illégalement partout ailleurs, c'est choquant. Vous voyez? Et nous avons voulu, nous, en tant qu'organisation opérante dans ce secteur, partager ce choc avec le grand public pour que tout le monde sache que dans le secteur des forêts, il y a un malaise et que les autorités le comprennent. Et s'il y a moyen de pouvoir arrêter cela, il faut le faire. Parce que c'est une dynamique qui est devenue presque constante au sein du ministère de l'Environnement. C'est que, oui, chaque ministre qui vient à la tête de ce ministère, depuis les 9-10 dernières années, après le ministre Ndundu, ils se sont livrés à cela. Et donc, il faut arrêter ce cycle-là pour que le prochain qui vient, à travers l'implication du Conseil d'État qui aura, nous espérons, rendu son arrêt, nous espérons, en notre faveur. Alors qu'est-ce que nous voulons obtenir? L'annulation de ces concessions, ça c'est d'une part, une meilleure lecture du moratoire et du système d'attribution des concessions pour l'exploitation industrielle du bois d'œuvre, et ensuite qu'on réhabilite quand même des gens qui ont été lésés, parce qu'on a pris pour certains des concessions, vous voyez, à des personnes auxquelles on n'avait rien à reprocher, et on les a attribuées illégalement à des personnes qui ne remplissent pas les conditions sur le plan légal. Donc, Après avoir été autant éclairé sur la question de l'aménagement du territoire, nous avons quand même demandé une fois de plus à Maître de nous dire, de manière brève, en tout cas pour conclure, l'intérêt justement. C'est vrai qu'on parle du fait que la loi a été adoptée au niveau du Conseil des ministres. Vous avez évoqué certaines inquiétudes, mais si vous pouvez renchérir, en tout cas, on va dire comme mot de la fin, votre souci dans la poursuite justement de l'obtention de ces documents finaux qui est la politique nationale de l'aménagement du territoire. Alors, le souci, c'est qu'il faut dire que le Conseil des ministres n'a adopté que le projet de loi qui va être transmis au Parlement. Le Parlement pour être voté. Alors, nous sommes en train de suivre les discussions pour pouvoir intégrer des contributions de la société civile dans ces documents-là. Bon, maintenant, s'il arrivait qu'on ne se soit pas fait entendre, on a l'étape du Parlement. Nous avons déjà établi des passerelles avec quelques députés et sénateurs, mais pas vraiment acquis à notre cause, mais auxquels nous avons pris soin d'expliquer les enjeux pour qu'elles comprennent en quels termes le problème se pose, quel est le sens de notre discours, quelle est la pertinence de nos contributions, et elles vont servir justement à quoi en termes d'amélioration qualitative du document. Donc voilà, cette démarche-là, nous l'avons déjà menée et nous attendons justement que le moment soit venu pour que nous tenions des séances d'explication. Nous espérons être entendus à ce niveau-là parce qu'au moins les députés, les sénateurs sont quand même des élus du peuple. Et nous espérons donc être entendus à ce niveau-là. Cette cérémonie est consécutive à l'ordonnance présidentielle numéro 20/136 du 23 septembre 2020 nommant Gervais Rugenge, Bagouma Honoré Moulumba Kalala et Alain Kalangiro Chisugi, respectivement président du conseil d'administration, directeur général et directeur général adjoint du Fonds forestier national, 10 ans après son opérationnalisation, où une pierre d'égout a été opérée ce mercredi 30 septembre au siège de cette institution. D'abord par la prise de fonction de nouveaux promus, présidé par les ministres de l'Environnement et du Développement durable, Maître Claude Niambougabou, qui dans son mot des circonstances a invité ses dirigeants de cette institution à se comporter en acteurs clés pour la réalisation du projet dénommé Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, une initiative personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous connaissez l'initiative présidentielle Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Le Fonds forestier sera un grand acteur pour la réalisation de ce grand projet de cette initiative présidentielle qui a pour objectif de remettre la RDC à sa place. Nous voulons reconquérir notre leadership naturel sur le plan de l'environnement et le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a vu juste en instaurant cette initiative et j'invite donc le Fonds forestier à être un des acteurs clés
pour la réalisation du projet 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023. Juste après cette étape, les nouveaux comités de gestion a été accueillis chaleureusement par les agents et cadres du Fonds forestier national, question de lui souhaiter un fructueux mandat dans leurs nouvelles tâches, acte qui ne pouvait que susciter un sentiment de satisfaction dans le chef du directeur général, Honoré Moulumba Kalala, dont son cheval de bataille sera le social de ses travailleurs. Nous pouvons qu'être contents dans des circonstances comme celle-ci. Et bien entendu, je voudrais remercier très sincèrement le président de la République, chef de l'État, qui m'a fait confiance pour diriger, n'est-ce pas, cette institution publique, j'allais dire cet établissement public, tout en nous basant tout d'abord sur les travailleurs. Vous savez, le mot de passe, j'allais dire le mot-clé du président de la République, chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Donc pour nous, c'est le FFN d'abord. Donc être sûr que tous les travailleurs sont à l'aise avant de leur exiger quoi que ce soit. Rappelons que la vision du Fonds forestier national est de jouer les rôles des mécanismes nationaux de référence dans les financements durables pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers en réponse aux enjeux environnementaux de l'heure ainsi qu'aux besoins des développements socio-économiques des communautés. Ces organisations de la société civile, Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité CODELT et Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, Océan, ont commencé par déposer une requête au Conseil d'État pour obtenir l'annulation des attributions des 9 concessions forestières par les ministres de l'Environnement et Développement durable Claude Niamugabo. Tout comme l'opinion publique, nous avons été également surpris de savoir qu'un arrêté a été signé pour les 9 concessions forestières. Et donc, alors que le gouvernement, depuis 2005, le 24 octobre 2005, a décrété les moratoires sur base d'un décret du Premier ministre, interdisant toute cession ou toute attribution des concessions forestières. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la campagne Plus jamais ça, d'après Augustin Poy, conseiller technique principal des CODELT, qui revient ici sur les motivations de cette démarche. La violation de la loi doit être dénoncée. Surtout quand elle est le fait des personnes qui, par leur position et par leur stature, ont vocation à faire appliquer justement la loi. Et donc, nous avons aujourd'hui déposé notre recours devant le Conseil d'État pour pouvoir donner l'information, parce que le Conseil d'État est l'institution judiciaire attitrée, pour vérifier la conformité à la loi, oui, des actes réglementaires qui sont pris au niveau du gouvernement. Alors, les forêts sont importantes, vous le savez. S'il n'y a pas de forêt sur la planète ne serait pas habitable. Nous avons trouvé les forêts parce que les générations qui nous ont précédés nous les ont léguées. Et donc, il est de notre devoir de pouvoir aussi transmettre ce patrimoine aux générations futures. Pour ces deux structures membres du GTCR, il s'agit ici des attributions, contrairement à des cessions comme soutient le ministre Niamugabo, et ces attributions seraient faites en violation du moratoire qui régit les pays depuis 2005. Pour Kasmou Teba de l'ONG Océan, cette requête introduite au Conseil d'État vise à rechercher une jurisprudence en la matière en jetant également les bases sur le secteur forestier congolais inscrit à l'initiative pour la transparence des industries extractives. À titre de rappel, ces concessions sont évaluées à près de 10 millions d'hectares et se trouvent dans les provinces de la Chopo, de l'Équateur et de Maïndombe et bénéficieraient principalement aux sociétés chinoises qui les exploitent à leur guise au détriment des communautés locales. Je vais vous proposer en train de suivre à présent un recueil de belles images que nous avons prises à travers tous les pays, des endroits paradisiaques qui montrent à suffisance que la RDC est un beau pays. Je vous convie à suivre ces images et on se retrouve tout juste après.
au terme de cette émission qui a connu la participation, en tout cas, salué et très bien accueilli de Maître Augustin Poy, à qui nous disons un grand merci pour ces passages à cette émission écologique objective. Maître, merci. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois que vous nous rendez visite. Alors cette émission va s'arrêter ici. Retenez par ailleurs que l'amour pour toutes les créations vivantes est les plus nobles attributs de l'homme. C'est sur cette phrase de Charles Darwin qui va se refermer ce numéro de votre magazine écologique Objectif Vert. Merci de votre attention soutenue. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de prendre soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.